Je me suis permis un petit sous-titre par rapport à l'intitulé de mon exposé sur les dépliants. Donc l'enseignement supérieur à la recherche en tant que pièce maîtresse de la stratégie linguistique dans la bataille des consciences. Bon, j'ai essayé de replacer, disons, cette partie recherche et enseignement supérieur qui, nous verrons, sont intimement liés dans la façon de propager effectivement le vocabulaire anglo-saxon et ses idées dans la société et de les rendre indispensables à nos concitoyens. Alors, en introduction, pourquoi l'enseignement supérieur et la recherche? Pourquoi une telle emphase dans le titre? L'enseignement supérieur occupe une place particulière dans nos sociétés développées. Il forme les élites et les cadres qui vont irriguer l'industrie et les services. Il nous donne nos premiers réseaux professionnels. Et pour les formations les plus prestigieuses qu'il dispense, des sésames dont nous nous revendiquerons toute notre carrière, autant dire à l'heure actuelle d'une nouvelle réforme des retraites, toute notre vie. Nous passerons ainsi les 20 premières années à lui courir derrière, les 5 suivantes à nous y soumettre et les 40 qui suivent à nous en réclamer, soit directement, diplôme, statut, légitimation professionnelle d'un recul théorique, ou indirectement, appartenance à un groupe, à un niveau intellectuel, etc. Nous ne passons pas tous par lui, mais bien peu auront réellement échappé à la pression et la fascination qu'il exerce, au moins sur notre entourage, et à commencer en premier lieu, bien sûr, par nos parents. Les conférences précédentes auront eu, je l'espère, à cœur de vous en convaincre, nous vivons actuellement une véritable guerre. Une guerre culturelle, politique, une guerre de civilisation, masquée à grand-peine par le poncif commode, comme quoi nous ferions partie du même camp occidental des démocraties libérales. Aujourd'hui, il me revient finalement de vous parler stratégie. J'ai le difficile privilège d'aborder ce que je considère être la clé de voûte, le point central du dispositif. La bataille décisive se joue là, presque en silence, un peu à l'écart de nos vies. On en entend les échos, quelques fracas isolés, la LRU, les lois Pécresse, la loi Fioraso récemment, et on retourne bien vite lutter sur nos fronts quotidiens, dans ces déferlements médiatiques et professionnels qui savent nous toucher plus directement. Et pourtant, c'est bien dans ces bâtiments austères, sur ces campus hermétiques, que le conflit sera probablement scellé. Le sort des nations, aujourd'hui, se joue en grande partie sur la capacité de résistance de sa langue. Qu'elle survive, qu'elle demeure insolente et précise, qu'elle continue à narguer la novlangue libérale de ses concepts, de ses habitudes de lutte, de la franche crudité de ses descriptions et de la poésie de ses aspirations, et tout restera possible indéfiniment. Et la bataille de la langue, si elle se jouera bien sûr dans les consciences, ne se perdra définitivement que par l'enseignement. Alors pourquoi l'enseignement supérieur? Donc, il est central, la société s'articule autour de lui, tout le cursus pré-bac qui prépare, et tout le monde professionnel est conditionné, on pourrait dire formaté, par ses méthodes, son vocabulaire, ses références et sa caution scientifique et technique. Or, et assez naturellement, la recherche est le levier de l'enseignement. Elle le pilote dans les masters, dans les enseignants qu'elle forme, d'une certaine façon d'ailleurs qu'elle formate, qu'elle autorise. Un doctorat est nécessaire pour être maître de conférence, par exemple, dans la caution qu'elle apporte au personnel, aux établissements et aux diplômes, de plus en plus à l'heure des classements internationaux et autres classements de Shanghai, mais nous aurons l'occasion d'y revenir. Alors, l'université et la libération de la connaissance. Petit 1, la foire au diplôme. Donc on va contextualiser un peu, disons, le passage en force de l'anglais dans l'enseignement supérieur. Donc les mutations profondes qui sont en cours à l'université, et dans les grandes écoles plus encore, changent subrepticement et profondément notre rapport à l'institution, mais aussi à la collection de grades et, in fine, à l'acquisition de savoir et de savoir-faire. Bon, le même mécanisme est à l'œuvre partout. Il s'agit encore et toujours de mondialisation que nous pourrions essayer de définir ici comme le processus par lequel le libéralisme économique impose sa logique marchande et ses structures autoritaires sous le couvert d'une internationalisation présentée comme nécessaire, inévitable et même, paraît-il, source d'efficacité. Alors c'était particulièrement flagrant en 2009, pendant ce qui restera comme, indépendamment de ce qu'en diront les médias, la plus grande fronde universitaire que nous ayons connue, mai 68 compris. Donc ici, 80 universités en grève totale sur 84, 5 mois de conflit dur, qui s'est éternisé dans certaines universités, une coordination nationale très structurée du mouvement, ce qui avait partiellement, alors je n'y étais pas évidemment, mais à ma connaissance échappé en 68, des blocages sur quasiment tous les campus,
votées et des manifestations nationales colossales toutes les semaines, représentant une part à chaque fois significative et sur le long terme, sur 5 mois, des personnels concernés. À cette époque, et pendant que le ministre Valérie Pécresse rendait autonomes les universités, alors autonome comme on externalise un service dans une filiale pour pouvoir ensuite s'en séparer, leur imposant finalement d'ailleurs ce qui est exactement le système anglo-saxon de financement par une fondation et abondement de cette fondation par un simple mécénat d'entreprise. D'ailleurs, c'est amusant qu'elle le fasse en 2009, alors qu'en 2008, la crise est arrivée et même des universités prestigieuses comme Harvard se sont retrouvées à devoir couper clair dans leur offre de formation et dans leur personnel, faute de pouvoir continuer à avoir des UFR de langue pléthoriques, etc., puisque l'argent venait de la fondation, qui l'avait placé, il ne valait plus rien, il ne rapportait plus rien, et donc le crédit récurrent manquait pour financer simplement les salaires des professeurs, y compris dans les universités les plus prestigieuses. Donc pendant finalement que Madame Pécresse mettait en place cette copie ici, Madame Bachelot, au portefeuille de la santé, appliquait trait pour trait la même logique, les mêmes démarches à l'hôpital. Alors au cours de ces 4 jours, il reste encore une journée demain, vous aurez finalement vu toujours la même chose, c'est-à-dire la même cause. Seule la nature et les portées des effets diffèrent bien sûr selon les sujets. Alors cette évolution rapide est quand même assez connue. On passe d'une institution tournée vers la transmission d'une connaissance cohérente et critique, c'est-à-dire d'une connaissance support d'une formation intellectuelle participant à l'émancipation de l'individu, à un organisme de formation, formatage, professionnel, seulement soucieux de l'employabilité la plus immédiate de ses usagers, et doublé d'une entreprise privatisée cherchant, c'est un problème principal, la rentabilité financière maximale au service qu'elle vend. D'ailleurs, pour l'anecdote, encore une fois, ce changement de nature fut un temps symbolisé en 2009 par La Princesse de Clèves, roman de Madame de La Fayette de 1678, qui en 2009 a connu un regain de popularité suite à une sortie très typique de M. Sarkozy, comme quoi en substance, en somme, libre à vous de faire des études de littérature classique, mais le contribuable n'avait pas à financer vos loisirs. Et d'expliquer qu'il fallait par contre créer des places en UFR d'informatique. C'est d'ailleurs même pas une provocation de sa part, c'était simplement un programme. Et pourtant, aussitôt et dans toutes les manifestations qui avaient lieu alors, donc pendant 5 mois, on a vu fleurir des badges bleus, je lis La Princesse de Clèves, affirmant la place des savoirs contre la logique d'université tournée vers le seul formatage de techniciens dont l'industrie lui aurait passé commande. Bon, il n'y a rien là de bien secret. C'est même revendiqué. L'Europe cherche à mettre en place un marché de la connaissance, un monde de mobilité étudiante où l'élève client aille chercher, là où il est, le savoir connaissance, le savoir marchandise correspondant le mieux à son ambition et surtout à sa solvabilité. Alors je vous laisse quelques instants imaginer l'absurde d'une université-entreprise dégagée de toute responsabilité vis-à-vis du territoire qui l'abrite, qui l'équipe, qui la finance, qui l'a historiquement portée et ne se sentant plus tenu de participer en rien à la formation et à l'éveil des spécialistes et des élites de tout domaine dont le pays aura besoin demain. Une université qui ne porte plus un service public, délégué ou pas, mais une société tertiaire comme une autre, franchisée. Ça devient la mode. Je crois que c'est en Arabie Saoudite où Sorbonne a vendu sa marque. Et donc il y a une nouvelle Sorbonne là-bas, dûment estampillée, dûment autorisée par le Paris, je crois que c'est Paris 2, standardisée et cherchant à améliorer donc le rendement pour l'actionnaire. Donc au train où vont les choses, bien vu simplement dans le monde de vos enfants. Donc parmi ces établissements à la pointe, une pointe qui nous plante dans le dos, glissons seulement un mot sur la très emblématique Sciences Po Rhin, dont on avait parlé, entièrement en anglais, et pour l'anecdote encore, arborant fièrement sur ses frontons les drapeaux canadiens, américains et européens, avec le petit oubli bien excusable évidemment d'une autre. Un cursus ouvertement atlantiste et particulièrement fier de l'être. On se souviendra des discours de feu, le président de Sciences Po, monsieur Descoings, voilà, Richard Descoings, pour nos futurs cadres de partis politiques, tout un programme. Alors vous trouverez d'ailleurs, ça a été évoqué, donc il y a eu un peu de recoupement évidemment. Il paraît que
l'enseignement est à la base de la répétition est à la base de l'enseignement, de plus en plus difficilement en France, y compris en sciences humaines, de séminaires ou de colloques qui ne soient pas en anglais, et le plus souvent en anglais exclusif. Tout comme d'ailleurs la majorité des formations complémentaires proposées aux doctorants au début de leur recherche, en début de thèse. Alors, ça devrait vous conduire spontanément à penser qu'on ne peut plus faire d'études supérieures, passer un certain niveau, sans compétences linguistiques en anglais. Et vous ne devinez pas encore à quel point, effectivement, c'est déjà le cas. La toute puissante commission du titre d'ingénieur en France, qui habilite les écoles à délivrer un diplôme s'appelant diplôme d'ingénieur, impose un score minimal au TOEIC pour que la diplomation des élèves. Je crois que ce score est assez faible encore, situé autour de 650 de mémoire, mais ce phénomène est évidemment tristement planétaire. Nous pourrions citer par exemple l'université, donc ça a déjà été fait, Politecnico di Milano, qui avait promis en 2012 qu'à horizon 2014, elle ne dispenserait plus d'enseignement au niveau master, master 1 et 2, qu'en anglais exclusif. Alors heureusement, depuis, c'est très récent, en mai 2013, voilà, et ils se sont vus interdire une telle pratique par le tribunal administratif régional. On a quand même encore des petites victoires, et qui avait statué que ce choix affecte de façon exorbitante la liberté de l'éducation et le droit à étudier. Il y avait également une autre fac italienne dans laquelle le même cursus, le même master était plus cher s'il était fait en italien que s'il était pris en anglais. Bon. Alors on pourrait, pour vous donner comme ça une image un peu en quelques pointes, en quelques traits de crayon, une image un peu plus globale de la situation. En Allemagne, par exemple, un mathématicien, Aurélien Diamant, avait été invité à donner un séminaire sur ses travaux. Il se trouve qu'il est germanophile, qu'il avait la capacité à le faire en allemand et qu'à peine commencé, on l'a prié de continuer en anglais. Bon. Alors revenons en France. Et d'autant plus puisque finalement c'est partout ailleurs la même chose. Déjà, la LRU a permis de déverrouiller les frais d'inscription. Ce dont Dauphine, d'ailleurs peu suspecte de gauchisme, pourtant a aussitôt profité pour doubler les siens, une hausse de 80% à la rentrée 2008, de manière à pouvoir, officiellement, faire la charité aux nécessiteux méritants. Et d'autant plus loin d'ailleurs c'est nécessiteux d'acquitter les nouveaux frais d'inscription. Selon des critères de mérite qui sont ainsi rendus plus difficiles et arbitraires pour ceux des postulants dont la parentèle n'appartient pas déjà à l'élite en place. Déjà, pour organiser l'offre et donc satisfaire à cette idéologie libérale qui se met en place dans l'enseignement, qui se déploie dans l'enseignement, dans le culte de la quantification, on ne parle plus que de classement, et notamment de celui de Shanghai, qui est pourtant une escroquerie intellectuelle d'une grossièreté, d'un arbitraire à faire rire dans les labos. Alors, en deux mots, classement de Shanghai, donc c'est deux Pékins dans une cave, en gros, c'est deux personnes qui se servent d'Internet, qui ne vont pas avoir d'autres sources d'informations que Google, pour recenser les articles, les publications scientifiques et puis tous les éléments dont ils ont besoin sur les labos. Alors, dans leurs critères, vous avez par exemple s'il y a un prix Nobel ou pas dans un laboratoire. Alors je ne sais pas si ça va directement influer sur la qualité de la licence, mais le fait est que même s'il est mort depuis 30 ans, c'est pas grave. Tant qu'il y a eu un prix Nobel dans le dernier siècle, ça fait gagner des points dans ce classement. Voilà. Donc à la limite, je ne sais pas si en plus on peut se permettre d'avoir juste un prix Nobel pour 2 ans, comme ils sont un peu chers en général, juste pour faire monter le classement, puis après on les lague, bon, à voir. Alors oui, comme vous avez une volonté de recensement des productions scientifiques, alors déjà on pourrait passer un peu rapidement sur le fait qu'on juge la qualité d'enseignement par la qualité de la recherche, alors que ce ne sont pas forcément les mêmes qui la font et que vous n'allez pas forcément parler recherche du meilleur niveau dès la licence ou dès le doc. Bon. Mais le problème c'est le référencement. Si certains parlent de Paris 11, d'autres parlent de Paris Sud, ben ça fait 2 universités différentes qui sont référencées dans le classement et qui donc ont 2 fois moins de publications que si ces Chinois avaient eu la capacité à se rendre compte qu'en fait on parle bel et bien de la même université qui a plusieurs appellations. Et puis après on passe sur ceux qui vont mettre University, d'autres qui vont mettre Université, qui vont mettre la majuscule ou pas, et tout ça étant pré-traité par informatique et pas toujours très bien relu, ça peut vous faire finalement 5 places dans le classement plutôt qu'une seule, et bien sûr 5 fois moins bonne que si vous aviez eu une visibilité plus cohérente. Bon.
Pourtant, alors, si on veut des classements, si on veut absolument des classements, qui connaît le classement SIMAGO? Alors SIMAGO, c'est fait par une équipe, pas deux stagiaires, stagiaires je caricature, mais une équipe de recherche en Espagne sur des critères beaucoup plus objectifs. On ne parle pas des prix Nobel morts depuis 30 ans. Et lors de ce classement, je crois que c'était il y a 2 ans, ça doit être encore le cas, c'est juste j'ai vérifié il y a 2 ans, le CNRS était classé premier tout court. Il a eu d'ailleurs le triomphe extrêmement modeste puisqu'il n'en a parlé nulle part, y compris sur le site internet, que la presse, avec toute la pudeur qu'on lui connaît, n'a pas souhaité évoquer ni commenter l'événement, sauf le Canard enchaîné qui a fait 2 lignes, comme quoi, quand même, effectivement, on avait aussi nos propres victoires. Bon, de toute façon, on est bien loin avec ces systèmes de mesure de l'idéal républicain d'un tissu universitaire homogène sur tout le pays, permettant à chaque citoyen d'être physiquement proche des savoirs et donc davantage à même d'en profiter. Alors bien sûr, pour organiser la concurrence totale des établissements et à travers le monde entier, une langue véhiculaire, un néo-latin, s'impose aussitôt. Pas question ici de faire comme pour les DVD et de laisser un zonage naturel par aire d'influence linguistique limiter le libre-échange de la manne étudiante. Impossible d'accepter cet aléatoire, cette sécurité, ni le fait que la francophonie compte bien des pays émergents encore peu à même de gonfler un bonus de président d'université. On préfère regarder l'essor des affairistes en Inde et celui des fils de bonne famille dans le Kentucky. Alors, tout cela se résume très aisément pour cette partie. Université égale entreprise, alors but égale profit. Et cibler la clientèle, choisir le segment le plus porteur du marché, devient une simple question de logique comptable. Si connaissance égale simple marchandise, immatérielle, mais monnayable, comme un vulgaire programme informatique d'ailleurs, ou comme le dernier single faisant un tube dans le top 10 du moment. L'idéal est alors l'étudiant riche. Et comme on n'aura jamais assez de nantis locaux pour remplir les bancs et les caisses, il faut viser large, importer, et comme un vulgaire hôtel, vendre un décor tout en garantissant des normes de confort, qui soient les mêmes partout. Des apprenants aisés, qui soient à même de s'acquitter de droits surévalués, pour s'acheter un avenir, une honorabilité, le diplôme comme simple lettre de marque finalement. Une certaine régression par rapport à une conception plus républicaine des choses. Donc l'anglais devient logique. Outre la marque d'un établissement mondialisé, la fameuse norme hôtelière, et le moyen d'attirer les anglo-saxons, de seconde zone certes, ceux qui prendront la copie après avoir été jetés par l'original, outre cet élément, outre cette marque, effectivement, c'est le moyen d'attirer une clientèle de pays plus développés et donc naturellement plus aisés. Alors le plus amusant quand même, pour finir cette petite partie rapide, c'est qu'on peut cumuler malgré tout, puisque l'étudiant français, l'indigène, l'autochtone, se voit de son côté de plus en plus fortement conditionné à se féliciter que les cours soient en anglais. Ce qui prépare son avenir, etc. On aura l'occasion d'y revenir. On peut manger à tous les râteliers, prendre à la fois les modestes économies de la réserve locale de clients, une sécurité assurément, tout en cherchant à s'accaparer la meilleure part des générosités des élites financières du monde entier. Donc double bénéfice, des étudiants conditionnés à accepter, voire rechercher des formations uniquement en anglais, déniant leur propre mise en difficulté, surtout vis-à-vis des étudiants anglophones qui viendront partager les bancs, et qui vont en même temps consentir à cette relégation de clients de seconde zone et contribuer financièrement au système en assurant, disons, le remplissage. C'est un peu les tarifs promotionnels de la SNCF pour finir de remplir les trains quand vous avez la première classe au prix de la seconde. Alors, de l'université à la société entière, un beau levier. Venons-en un peu au cœur du sujet. Notons que l'éducation et son prolongement adulte, l'enseignement supérieur, ne sont pas fondamentalement différents d'une propagande en eux-mêmes. Il s'agit d'une propagande positive, nécessaire, visant à donner à l'individu les savoirs et les compétences dont l'acquisition lui sont pensées bénéfiques et valables, c'est-à-dire valables dans un monde où les certitudes sont rares, consensuelles. Bien sûr, la propagande, telle que nous l'entendons, sous-tend l'idée d'une duperie, d'un cynisme, d'un manque de loyauté. Mais tout procès d'intention mis à part, la formation, sous toutes ses formes institutionnelles, emprunte les mêmes moyens que la propagande, mais à des fins théoriques d'émancipation de l'individu, de l'apprenant. Alors, au-delà du cynisme d'une tromperie volontaire par une élite, les programmes reposent de bonne foi sur une certaine vision du monde, sur l'acceptation d'une connaissance vérité officielle, diffusable et bénéfique,
d'une connaissance encore incertaine, disons, jugée immature, voire fausse, et rejetée ou dénoncée. Ceci pour venir à une évidence. L'école, le collège, le lycée peuvent toujours être considérés ou devenir des centres d'endoctrinement. Et je ne parle pas là que de Dauphine et des mathématiques financières. Il y a une fragilité intrinsèque, un équilibre, comme disait Napoléon, pour mettre cette présentation sous son haut patronage, l'histoire est un mensonge sur lequel nous sommes d'accord. Donc l'enseignement supérieur est au sommet de cette chaîne de formation, c'est l'étape la plus décisive pour basculer dans le monde du travail. La relation au monde du travail qu'entretient l'enseignement supérieur est à double sens. Donc l'enseignement supérieur irrigue le monde du travail en lui donnant ses futurs cadres décisionnaires, en lui apportant avec ses jeunes diplômés ses dernières trouvailles, les dernières modes méthodologiques. Pour beaucoup d'ingénieurs et de cadres scientifiques et économiques, cette formation initiale sera la dernière véritable prise de recul théorique, le reste venant par l'expérience de travail et la lente appropriation véritable des cours initialement reçus. Une digestion qui se comprend dans le contexte actuel d'une innovation limitée à l'incrémental, le plus timoré, où l'investissement est perçu comme un risque, la R&D une perte de rentabilité à court terme, la seule qui vaille, la seule qui soit inscrite sur le bilan annuel, et où la normalisation des processus de production, y compris intellectuels, vient strictement encadrer le salarié des grosses structures. Alors dans ce contexte, on complète sur le tas son bagage, on teste à l'aveugle des nouveautés réellement incontournables, on perfectionne jusqu'à l'absurde des méthodes éculées. Bon, c'est un peu du vécu. On donne dans le traditionnel et surtout le garanti. La fac, la grande école, restera donc pour beaucoup, pas pour tous heureusement, la dernière pourvoyeuse de vocabulaire et de concepts nouveaux. Des nouveaux procédés apportés par ces nouveaux diplômés vont donc s'ancrer dans l'industrie, dans la langue dans laquelle ils l'ont eux-mêmes reçu. À rebours, l'autre versant de la pièce, l'autre sens de l'influence, si le travail est en anglais, dogme mondialiste oblige, on a eu un aperçu en première partie de programme, il faut donner les cours en anglais dans les grandes écoles, en cursus universitaire, puisque une des vocations, et désormais sa vocation officiellement principale, est d'y préparer, donc en autant des pragmatismes décomplexés où le savoir pour lui-même et en lui-même est totalement déconsidéré. Et du coup, pour bien préparer au cycle supérieur, il faut adapter la licence. D'autant qu'alors l'anglais devient en lui-même l'élément clé de la capacité aux longues études. De là, le bac suit, avec le bac, le lycée, on peut remonter au collège et jusqu'à la maternelle. Alors, justement, faisons-le, on peut déjà en voir les conséquences sur ce merveilleux outil qu'est l'école, et qui fut, grâce à Jules Ferry, un des premiers leviers, un des plus grands vecteurs de cohésion et d'homogénéisation, de diffusion des idées de la République. Mais ce même instrument d'instruction civique a été détourné contre la nation en servant de levier, progressivement, pour anglophoniser toute une classe d'âge, banaliser la prééminence de l'anglais, que nos enfants auront vécu donc dès le plus jeune âge, un élément si présent dans leur environnement qui ne sera plus susceptible de questionnement. L'école publique, laïque et surtout obligatoire devient progressivement l'arme d'une propagande atlantiste. Alors quelques repères pour étayer cette affirmation. Luc Chatel annonçant en 2011 les cours en anglais dès la maternelle. Alors ils se seront, je crois que pour Chatel ça commençait seulement en grande section, mais bon, avant l'apprentissage de l'écriture. Bon. Ce qui est intéressant d'ailleurs dans cette vision, c'est que les cours en anglais seront les seuls qu'ils auront eus tout au long de leur scolarité. Ce sera le seul cours qu'ils auront commencé à la maternelle et qu'ils pourront n'abandonner que lors de leur diplomation finale. La physique, je crois, commence seulement en troisième ou quatrième. Les cours d'informatique, bien sûr, commenceront plus tard. L'histoire n'est pas vraiment vue en tant que telle en maternelle et commence progressivement dans le primaire. L'anglais sera la composante centrale, le noyau d'un enseignement tel qu'ils l'auront expérimenté eux-mêmes. Oui, alors en plus, bien sûr, on commence l'apprentissage de l'anglais en maternelle. Pourquoi ? Puisque les structures de la langue ne sont pas encore bien établies et vous condamnez ainsi toute une génération, toute une classe d'âge à un éternel franglais. En plus, là on parle de la grande section, mais ça commencera bien avant, puisque la mairie de Neuilly, par exemple, me propose fièrement des crèches en anglais.
et que fleurissent partout, on en voit la publicité sans cesse, des garderies privées dans la langue de Bush et Thatcher pour les parents qui auront bien compris les nouvelles règles du jeu. Bon, la soumission est de toute façon toujours vécue comme un pragmatisme. Pour le collège, bon, il est loin le temps de mes propres études où nous pouvions choisir le moustachu dégarni et bedonnaire qui invariablement servait lieu de professeur d'allemand en première langue. Maintenant, c'est l'anglais en première langue et éventuellement, quand la structure le permet, l'allemand en seconde, si ce n'est pas l'espagnol. Et alors, quant au lycée, donc le François Hollande de l'époque, M. Sarkozy, déclarait politiquement son intention, fin 2009, de faire passer l'enseignement de l'histoire, des mathématiques et du sport, oui, en langue anglaise dans le cadre de la réforme du lycée. Alors, imaginons le résultat. Nul en anglais, pas de bac. Vous êtes nul en maths, éventuellement, le jeu de coefficients, c'est peut-être rattrapable. En histoire, vu les coefficients, c'est rattrapable, c'est bon. En sport, bon, c'est plus anecdotique et ça ne vous empêchera pas forcément de courir. Nul en anglais, vous perdez 3 matières d'un coup. Ça devient la discipline reine, celle qui conditionne la compréhension des autres, avec cette espèce de multivalence, de bivalence qu'on cherche à imposer, sans parler de l'absurdité de cumuler les difficultés en ayant une difficulté disciplinaire, comme si les maths étaient vécues par nos lycéens comme suffisamment faciles déjà en eux-mêmes, et une difficulté linguistique de compréhension. Par ailleurs, mais ça a déjà été souligné, le jour où l'anglais deviendra la langue de l'histoire, il n'est pas sûr que nos enfants se la verront enseigner de la même manière que nous. Je ne garantis pas que Champollion soit toujours le vainqueur des hiéroglyphes. Il suffit d'aller voir le commentaire attaché à la pierre de Rosette dans le musée londonien qui l'abrite. Champollion est aimablement cité comme un troisième couteau, le diffuseur français d'une invention bien de chez eux. Il n'est pas inutile non plus de rappeler ici un aspect social. Les premiers discriminés, ce seront bien sûr certainement pas les enfants de quelques quartiers parisiens qui, par leurs parents, auront eu l'occasion d'avoir des nurses anglaises, de passer leurs vacances dans le Sussex, et éventuellement d'avoir des précepteurs natifs pour compléter dans un âge plus avancé. L'école subit un affaiblissement progressif depuis maintenant 2 décennies, qui n'est pas officiellement lié au total anglais, mais qui n'est pas sans conséquence pour cette perméabilité. On ne défend pas un outil que l'on maîtrise mal et que l'on n'a jamais appris à aimer. On repart aussi beaucoup plus facilement de zéro qu'on n'en était pas très loin. Donc, qu'elle émane d'un simple dédain pour les choses littéraires, considéré à tort d'ailleurs si peu utile aux citoyens, voulu principalement comme un consommateur, ou qu'il s'agisse d'un acte calculé, une dégradation des conditions d'enseignement du français connaît de douloureux records depuis 30 ans. Le volume horaire de français a été divisé par 2 au collège et au lycée, au point que certains estiment à une année complète la perte correspondante. Plus subjectif, l'introduction de pédagogie comme l'apprentissage de lecture par la méthode globale, peu adaptée à notre langue, est récupérée du modèle anglo-saxon. Quand vous avez une langue où élastique se prononce caoutchouc, vous n'avez pas vraiment le choix que de repérer les mots en entier. Les consonnes n'ayant pas la même place pour eux, n'ayant pas la même prononciation sur leur place dans le mot en anglais, a encore contribué à un très très net recul des capacités d'expression, notamment écrites des nouvelles générations. Bon, il faudrait aussi replacer dans un contexte plus global d'affaiblissement de l'école, pas seulement donc de la discipline française au sein de l'école, et principalement d'ailleurs sans doute au profit du privé, selon l'idéologie économique dominante et sa haine connue de tout ce qui échappe à la loi du marché. Alors c'est un affaiblissement qui avait été théorisé dans un document de prospective de l'OCDE datant de 1995, et justement il était marqué noir sur blanc que arriver à un enseignement totalement privatisé était bien sûr un idéal souhaitable, ils s'en cachaient pas, c'est pas une théorie du complot, c'est quelque chose qui leur paraît tout à fait naturel et sain, le marché garantissant bien sûr, comme on le sait tous, le meilleur rapport qualité-prix grâce à la concurrence. Mais on ne pouvait pas, c'était bien expliqué, c'est très pédagogique, on ne pouvait pas diminuer le nombre de places dans l'enseignement public. Parce que si un père, une mère de famille n'a pas de place pour son enfant, là il va aller dans la rue. Mais on peut diminuer graduellement la qualité de l'enseignement. Parce que là, effectivement, c'est beaucoup moins sensible, beaucoup moins visible. Et puis, même quand c'est perçu, ça ne pousse pas aux mêmes extrémités que si votre enfant reste désespérément inculte à la maison, sur vos bras, à ne pas rien apprendre du tout. Donc en fait, tout simplement, c'est un adage bien connu, quand on veut noyer son chien, il faut commencer par l'accuser de la rage.
Et donc, oui, voilà, pour conclure, les jeunes Français se lanceront d'autant plus facilement vers l'anglais qu'ils entretiennent avec leur propre langue des rapports difficiles, voire conflictuels. Alors, on ne pouvait pas vraiment faire l'économie d'une présentation un peu plus centrée sur la France, un peu moins centrée sur l'international et la perspective historique qu'a bien voulu nous donner Charles-Xavier Durand, sans faire l'économie donc de la loi Fioraso, qui d'ailleurs a quand même, et bien sûr, déjà été évoquée. À en croire le gouvernement, il s'agissait d'une loi simplement technique. J'aime beaucoup ce terme, c'est le terme privilégié quand on veut nous faire comprendre que qu'il n'est pas vraiment nécessaire, pas du tout souhaitable et souhaité qu'on cherche à comprendre, d'analyser le contenu de la loi en question. Alors, comme s'il pouvait d'ailleurs y avoir, de manière générale, des projets ou des hommes, on parle aussi parfois de gouvernement, de techniciens, en politique technique, comme si une bienveillante neutralité de la pure raison pouvait encore se loger sans la moindre influence idéologique. Bref, l'ensemble du projet d'ailleurs est dans la pure continuité des lois Pécresse, encore un bel exemple du parfait tandem PS-UMP. Et l'article qui nous préoccupe ici semblait voué à passer parfaitement inaperçu, noyé tel qu'il est, dans les 129 articles du projet de loi en lui-même, et projet de loi qui touche encore une fois à toutes les structures de l'enseignement, prolongeant les lois Pécresse, et qui aurait pu donc provoquer des réactions suffisamment vives dans d'autres domaines pour que celui-ci soit passé une fois de plus sous silence. Alors il s'agit de l'article 2. Je me sens obligé de vous en faire une courte lecture. Le premier alinéa de l'article 2, le premier alinéa du 2 de l'article L121.3 du Code de l'éducation est remplacé par 8 alinéas ainsi rédigés. Alors, l'alinéa est originel. La langue de l'enseignement, des examens et des concours, ainsi que des thèses et des mémoires dans les établissements publics et privés d'enseignement est le français. Des exceptions peuvent être justifiées. C'est là où on arrive aux nouveautés. Alors, il y avait déjà quelques exceptions, notamment la nécessité de l'enseignement spécifique des langues et des cultures étrangères ou régionales. On se doute bien qu'on ne peut pas forcément apprendre le catalan en français, mais plutôt en catalan. Lorsque les professeurs associés sont invités ou étrangers, ça se discute, admettons, ils travaillent quand même en France. Et donc par des nécessités, donc la grosse exception, par des nécessités pédagogiques, lorsque les enseignements sont dispensés dans le cadre d'un accord avec une institution étrangère ou internationale, tel que prévu à l'article, etc., ou dans le cadre d'un programme européen. Vous avez ensuite tout un ensemble de pseudo-garde-fous sur lesquels on ne va pas s'apesantir, mais qui sont en réalité éminemment contournables, enfin qui sont une concession plus que faible. Alors, on pourrait se demander dans nos jours quand même quelle formation ne bénéficie pas d'un financement européen, c'est-à-dire d'ailleurs en vertu de la règle du retour géographique de notre propre caisse publique, notre propre argent public, redistribué, fléché par la Commission. D'ailleurs, c'est un phénomène parfaitement aberrant, puisque c'est notre propre argent qui sert à détricoter la République en donnant la reconnaissance de ceux qui le reçoivent à la Fédération, l'Union européenne, et non pas au contribuable qui a quand même, par son impôt, créé la somme. Alors, je n'aurais pas la prétention de le dire mieux que l'Académie française, et puisque pour une fois, elle a souhaité s'exprimer, je vais lui laisser la parole. Donc, après un rappel que la langue de l'enseignement, des examens, etc. est tout naturellement le français, on rappelle effectivement que le projet de loi ajoute à cet article 2 exceptions supplémentaires lorsque les enseignements sont dispensés dans le cadre d'un accord avec une institution étrangère ou internationale et dans le cadre d'un programme européen. La première exception est beaucoup trop large. Dans sa rédaction actuelle, elle favoriserait le jumelage entre universités françaises et étrangères et le mécénat international de chambres de commerce ou d'institutions professionnelles en faveur d'universités françaises. Qui peut contester le bien fondé d'une telle intention? Mais avons-nous bien mesuré la contrepartie exigée, l'enseignement obligatoire en langue étrangère? Ce ne serait plus une exception, mais une suspension du principe général. Il ne paraît donc ni opportun, ni même possible d'adopter pareille disposition de loi dont la valeur symbolique serait d'autant plus grande qu'elle serait plus vague et qu'elle inaugurerait de véritables franchises linguistiques dans l'université française. La deuxième exception constitue une menace tout aussi importante pour la situation de la langue française dans l'enseignement supérieur. Sans nullement méconnaître les nécessités des adaptations et de l'ouverture aux langues étrangères,
le principe constitutionnel selon lequel la langue de la République est le français ne doit souffrir, dans le domaine de l'enseignement supérieur, que des exceptions rigoureusement justifiées et précisées, donc limitées. Tel n'est pas le cas de l'exception mentionnée plus haut. Alors cette attaque était évidemment prévue. Voici des années que la conférence des grandes écoles et la majorité des présidents d'université, nouveaux PDG d'ailleurs, courant après leur super bonus depuis la LRU, qui institue un peu le même principe que les chefs d'entreprise vis-à-vis des actionnaires, réclament la sortie de l'université du champ d'application de la loi Toubon, cette fameuse loi de 1994 qui défend vaille que vaille une certaine prérogative linguistique. Donc la loi 94-665. Donc cette attaque était prévue, mais ce qui est extraordinaire, véritablement, c'est la vivacité de la réaction à laquelle elle a donné lieu. De mémoire associative, c'était du jamais vu, et Thiamble en aurait pleuré. Simple, petite et courte liste, une sélection de quelques réactions à laquelle ce projet de loi a donné lieu. L'Académie française, on vient de le voir, sortant de sa torpeur pour se récrier. Le syndicat universitaire subautonome, déclarant par la bouche de Michel Gay, son secrétaire général, qu'affaiblir le français, c'est affaiblir la France. France 2, la télévision, contrainte de donner une visibilité au sujet, fait rare, dans son 20h qui plus est, et d'inviter Michel Serres et Claude Agege, de faire inviter par Pujadas. D'ailleurs, malgré un Pujadas en bonne voie pour une seconde laisse d'or, je ne sais pas si vous avez suivi cette distinction qu'il a pu avoir, mais entre les questions orientées, la logique fallacieuse et les petits sourires narquois, il a quand même... Bon, on sent qu'il était contraint d'avoir ce genre d'invité, mais il a fait tout son devoir pour montrer son soutien sans faille à la pensée unique atlantiste. On a aussi 40 députés PS, bravant leur parti dans l'exercice d'un nouveau droit de conscience, pourtant rarement sollicité. Le parti de gauche faisant un communiqué très construit sur la question, et exclusivement sur la question, et une pétition de l'UPR qui a réuni quand même 11 720 signataires en un temps véritablement record, ce qui pour le sujet, à l'échelle de, bien sûr, de nos concitoyens peut paraître peu, mais pour le sujet, très peu médiatisé, est assez important. Bref, des articles à n'en plus finir, dont lecture édifiante trouverait largement sa place ici, pour peu que vous vouliez bien rester cette nuit également. Pour la première fois, la langue française, la langue d'enseignement, devenait un sujet pour les universitaires, une revendication. Que de chemin parcouru depuis 2009 et cette terrible marche de tous les savoirs baptisée Academic Pride par Sauvons la Recherche qui l'organisait. Alors bien sûr, sur le fond, la cause est entendue. Sur le fond de la réforme, il y avait une étude menée en 2011, donc avant la réforme, avant cette proposition de loi, j'allais dire Pécresse, c'est un lapsus Furasso, par Campus France TNS, Sofres, qui avait prouvé, s'il en était besoin, que sur les 250 000 étrangers venant spécialement étudier en France, 45% viennent pour la qualité de la formation et 37% pour la connaissance de la langue française. Mais comme pour Simago passé sous silence, le classement dont nous avons parlé, et bien d'autres circonstances, le fond importe peu devant les certitudes du dogme. Et le ministre, Madame Fiorasso, d'expliquer l'absurde par l'indécent et qu'il s'agit en aucun cas de renoncer à l'enseignement en français. Mais on peut comprendre que pour des Coréens qui viennent étudier en France, il est pas mal qu'ils puissent avoir quelques cours en anglais pour commencer. Bon, le « on » ne voit pas bien pourquoi, en effet, des Coréens désireux de venir étudier en France auraient appris autre chose que l'anglais, ni en quoi nous gagnerions à leur suggérer cet effort. Espérons en tout cas que la Corée, espérons beaucoup de l'essor social en Corée, si elle doit compenser 37% de nos étudiants venus uniquement pour la langue française et sacrifiés aux étudiants coréens. Alors Madame Fiorasso ne craint pas le paradoxe de faire appel à notre raison sans utiliser la sienne. Il ne s'agit pas d'un renoncement linguistique, mais au contraire d'un levier pour le développement de la francophonie, écrit-elle. L'anglais généralisé comme sauveur du français, je pense que M. Ducopé a dû se scandaliser d'un tel plagiat, lui qui appelait dès 2011, dans son « Les Français must speak English », à ce que les films ou les séries anglo-saxonnes qui sont diffusés à la télévision française, je le cite, le soient en anglais et sous-titrés en français, au moins pour le service public. Ce serait d'ailleurs l'occasion de faire d'une pierre trois coups,
les Français amélioreraient mécaniquement leur maîtrise de l'anglais, certes, mais aussi leur niveau de français via la lecture des sous-titres. Tandis que les malentendants pourraient enfin profiter plus de la télévision. Merci pour eux. Bon, il m'apparaît inutile de vous détailler ici les arguments admirables auxquels cette agression a donné lieu, qui sont largement disponibles sur Internet, et dont vous trouverez d'ailleurs de nombreux liens sur le site de mon association. Je vous propose plutôt d'aller plus loin dans la compréhension des motivations, de l'idéologie qui sous-tend cette attaque, cette loi. Alors voici la réponse très convenue de la présidence de la République aux associations de défense de la langue française qui l'avaient sollicité en la personne de Claude Weiss. Donc réponse de Pierre Besnard, qui est le chef de cabinet du président de la République, le 17 mai 2013. Ces explications, c'était la fin, je vous passe tout le blabla comme quoi nous sommes indispensables, nous sommes beaux, nous sommes grands et ils nous aiment. Ces exceptions visent non seulement à développer l'attractivité de notre pays, de notre langue et de notre culture auprès des étudiants étrangers, mais aussi à préparer les étudiants français à exercer des responsabilités dans un système mondialisé. Donc, pour lire sans aucun effort entre les lignes, on voit très bien la faible considération où notre langue est tenue. Il s'agit donc bien de préparer nos étudiants, et pas seulement les Coréens, à exercer des responsabilités à l'international, ce qui serait directement et nécessairement les former en anglais. Bel aveu, comme quoi se termine cette réponse affligeante. C'est parce que, de l'avis du gouvernement français, le monde des responsabilités n'est donc plus qu'anglophone. Alors, comme épilogue à cette loi qui vient à peine d'être votée, puisque elle a été en mai, je ne sais plus si j'ai la date quelque part, enfin, elle a été définitivement promulguée, je crois, en mai de cette année, pour montrer aussi que ce n'est qu'un maillon de la chaîne, un maillon important sur lequel il était nécessaire de venir, enfin, sur lequel il était intéressant, disons, de s'appuyer pour commenter cette actualité, mais un maillon d'une longue chaîne de transformation de notre société. Permettez-moi de citer le collectif Indépendance des chercheurs, très actif et vigilant et qu'on peut trouver sur leur blog invité du Courrier international. Alors le 20 août 2013, L'Orient le jour commente la rentrée du gouvernement Ayrault, dossier brûlant et politique fiction, évoquant notamment la contribution du commissaire général à la stratégie et à la prospective, Jean Pisani-Ferry, au séminaire gouvernemental d'hier. Dans un sous-chapitre du sujet, sur le sujet « La France dans 10 ans », l'ancien directeur du think tank Bruegel, Pisani, emploie notamment les titres « Une France plus vieille » et « Une France plus petite et moins riche ». Un discours fort représentatif de la véritable politique d'ailleurs de François Hollande et de Jean-Marc Ayrault qui agissent pour l'essentiel comme des exécutants de la mondialisation du capitalisme. Dans des déclarations au journal Le Monde, c'est là où ça devient plus intéressant, Jean Pisani-Ferry recommande notamment de faire mouvement vers une économie de services échangés, nous y voilà, y compris par une marchandisation, ce sont ces termes, progressive de l'enseignement supérieur français qui imposerait de faire venir les meilleurs étudiants, d'augmenter les droits d'inscription et d'enseigner en anglais. On ne peut pas être plus clair sur le véritable contenu par le propre commissaire général à la stratégie et à la prospective auprès du Premier ministre de la loi donc 2013-660 relative à l'enseignement supérieur et promulguée d'ailleurs effectivement il y a un mois. Alors, la recherche, miroir de la mondialisation. On va commencer par s'interroger, qu'est-ce que la recherche ? De quoi on parle ? La recherche aime cultiver l'idée, abstraite mais fleuron bon, un noble désintéressement, une compréhension supérieure des enjeux, de sa propre inutilité. Elle serait là pour accroître la connaissance, ouvrir de nouvelles perspectives à l'esprit avide de l'homme, pour tracer des chemins de randonnée dans les immensités arides de la raison et de l'expérience. Bon, vu du côté des ténors de l'économie et des sopranos de la politique, elle est au contraire un objet purement utilitaire et doit grosso modo se charger de la part R&D trop aléatoire et spéculative pour qu'aucun acteur économique ne souhaite y risquer son bonus. Éventuellement, pour les plus audacieux, on dit décomplexés de nos jours, elle peut aussi se charger à moindre frais, avec des salaires idéalement bas et essentiellement payés en plus par le contribuable, de l'ingénierie de base. On parle alors avec suffisance de transfert de technologie ou de valorisation, monétisation de la recherche. C'est d'ailleurs tout l'esprit de la LRU notamment. Dans les deux cas, néanmoins, elle pourrait être au service du citoyen, soit par un éveil intellectuel et comme réponse à ses aspirations légitimes, la sécurité sociale
que lui apporterait la République, le poussant à des degrés supérieurs dans la pyramide de Maslow, soit pour la plus grande prospérité de nos PME et les grandes entreprises nationales, pouvant, dans un cercle vertueux, y trouver matière à la prospérité dont les prélèvements la financent. Eh bien non. En fait, la recherche est devenue un grand jeu international, avec un système de points très élaboré, donc on en parlait, le H-index ou facteur d'impact, permettant aux chercheurs, les joueurs, ainsi qu'à leurs sponsors ou leurs écuries, c'est-à-dire les labos et les États, de se mesurer et de se classer. La science, la découverte étant plus que l'occasion de faire remonter sa cote auprès des autres joueurs et face à eux. Donc la recherche aujourd'hui, c'est un peu le tennis professionnel, et le classement passe bien avant la beauté du jeu. Donc, alors non, la recherche ne recherche pas la vulgarisation ou la plus grande diffusion de ses réussites auprès de la population. Le public ne compte pas. Il est loin le discours de la méthode, qu'en 1637, René Descartes écrivait en français et non en latin, une première révolutionnaire pour l'époque. D'ailleurs, il relançait il tournait le dos à la scolastique pour lancer la recherche moderne, pour être compris de tous, même des femmes. La recherche est donc très majoritairement admise la publication en anglais. Et une minorité silencieuse et hésitante reste encore dans l'opposition. Quant à profiter à nos PME, l'autre volet, la version libérale de la recherche, elle profitera bien d'abord à celle des pays anglo-saxons, puisque, publiée en anglais, elle est plus directement accessible, plus rapidement accessible dans ces pays, sur des revues qui plus est américaines, qui n'ont pas, par contre-coup, à supporter les coûts de traduction et les incertitudes de compréhension quand vous avez à la fois à comprendre ce qui se fait au plus haut niveau et une langue étrangère. Alors sans doute n'êtes-vous pas forcément tous familiers du système particulier de la dynamique de la recherche. Une petite explication. Dans la carrière d'un chercheur, tout, de son doctorat à son HDR, à ses évolutions de rang et donc salariales, son avancement, se mesure à, également bien sûr son poids dans la répartition des crédits du labo. Donc il y a aussi une part financière au-delà de l'aspect personnel. Est liée à ce fameux facteur d'impact. Donc c'est une sorte de mesure présumée objective de la qualité de ses travaux. Donc le calcul est simple. Un article scientifique vaut plus ou moins de points selon la revue qui en accepte la publication et y appose en fait par cette publication sa caution. Il vous rapporte ensuite chaque fois qu'il est cité par un autre chercheur en appui de ses propres travaux et donc à chaque fois que vos travaux sont perçus, supposés avoir étayé, avoir été repris, donc avoir eu une postérité. Chaque fois que vous avez contribué à la réflexion de vos collègues. Alors ça se triche facilement, bien sûr, en mettant 10 fois plus de références que nécessaire, en citant des amis pour qu'ils vous citent, en citant des spécialistes du domaine, juste parce qu'ils sont suffisamment peu nombreux pour risquer d'être parmi ceux qui vont avoir à accepter vos articles et qui seront d'autant plus enclins à faire passer votre article, qu'ils augmentent leur propre visibilité, etc. etc. Les revues. Donc, bien sûr, tout ce système se base sur des revues. Vous publiez dans des magazines qui sont des organismes privés. C'est un système un peu déroutant, puisque les labos payent très cher, vraiment très cher, les abonnements à ces revues, surtout aux plus prestigieuses, donc pour avoir accès aux articles, pour pouvoir lire la recherche de leurs collègues, etc. La recherche n'est pas du tout le monde idéal de cette confraternité et cet échange libre qu'on veut nous faire croire. Alors que par contre, dans l'autre sens, les chercheurs ne touchent rien et le labo ne touche rien lorsqu'ils parviennent à publier un article dans cette revue, c'est-à-dire finalement à en donner le contenu. Il arrive même d'ailleurs qu'ils payent lorsque leurs articles dépassent le nombre de pages maximum autorisé, le format de publication. En automatique, par exemple, c'était 7 à 8 pages, et pour la 9e, il fallait débourser une certaine somme. Donc vous en arrivez, si vous voulez, à avoir des articles qui ne sont pas suffisants pour comprendre de quoi il s'agit, avec des démonstrations tronquées. Vous devez faire confiance aux 3 relecteurs et à leur professionnalisme, puisque eux ont eu accès à la version complète, et vous n'aurez accès, et la postérité ne connaîtra qu'une version tronquée, insuffisante pour permettre de reproduire les travaux. Bon. L'autre aspect de cette gratuité, c'est que les relecteurs sont des experts, qui sont d'ailleurs très flattés d'être sollicités par le journal pour corriger de manière anonyme les travaux d'un pair, et qui, pour ce travail,
assez conséquent, devoir se plonger dans un document peut-être de 10 pages, 12 pages, refaire des calculs au meilleur niveau, comprendre des concepts nouveaux, etc., ne sont bien sûr pas non plus payés. L'acceptation d'un article ne vous rapporte rien, si ce n'est bien sûr donc, des points dans ce grand système de jeu. Et vous d'ailleurs, vous avez une obligation de céder les droits et une exclusivité de publication. Vous ne pouvez pas diffuser en parallèle, ou alors vraiment sous le manteau et des versions brouillons, que vous présentez ouvertement comme des brouillons à vos collègues qui doivent passer par la revue pour en prendre connaissance. On ne fait pas de concurrence. C'est un peu, si vous voulez, c'est tout à fait, d'ailleurs, le fonctionnement de ces revues, c'est tout à fait les majors de l'industrie de la musique. Il y a des droits et vous n'avez pas à risquer que les majors ne soient pas payés pour l'utilisation du contenu, si numérique soit-il. Alors en France, ces revues, et c'est bien le problème, sont classées par l'AERS. Alors l'AERES, c'est l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. Donc toujours cette idée de quantification, notation, évaluation. L'AERES est très très récente, elle doit dater grosso modo de l'ère Sarkozy, permanente des labos et des personnels. Entre parenthèses, il y a une contrainte forte puisque c'est eux qui vont permettre, un peu façon conditionnalité du FMI, c'est eux qui vont permettre ou pas que les crédits soient augmentés ou simplement livrés au labo. On donne qu'au meilleur, c'est bien connu. Et alors cette AERS, donc, puisqu'elle doit évaluer la qualité de la recherche, classe les revues et classe bien sûr A, la meilleure note, les revues américaines, Science, Nature, et en automatique c'était par exemple Automatica, donc des revues dont les comités de lecture, dont la ligne éditoriale bien sûr est américaine et qui font principalement appel à des relecteurs internationaux américains. Alors les revues ne sont pas tout, pour jouer il faut des crédits, il faut des subventions pour avoir les conditions de travail, doctorants, équipements, mais aussi voyage pour les partenariats avec des chercheurs étrangers, chaque sujet est extrêmement pointu. Il se trouve que parfois vos meilleurs collègues sont à l'international, ce qui coûte bien sûr le défraiement pour le transport, pour la vie sur place, etc. Donc pour avoir des avancées à publier et pour pouvoir gagner des points. Et par là aussi le libéralisme est passé puisque maintenant vous avez une division par 2 des crédits récurrents accordés au labo, l'autre moitié étant accordée sur projet via l'Agence nationale pour la recherche, l'ANR, dont M. Durand a déjà parlé dans sa présentation. Et il se trouve, pour atterrir au sujet qui nous occupe, que l'ANR, effectivement, pas systématiquement, mais dans la plupart de ses appels à projets, publie ses demandes en anglais et exige des rapports en anglais. Alors, entre parenthèses, c'est une partie administrative qui est un gaspillage faramineux de temps pour les chercheurs qui, au lieu de faire leur recherche, doivent monter des dossiers d'une trentaine, quarantaine de pages en anglais pour faire passer ce que eux pensent intéressant à trouver, ce qu'eux pensent fondamental dans la science, par les fourches codines du thème qui a été retenu par cette agence étatique. Alors tout ceci est un détournement très récent, pleinement dans la logique du rendement libéral. Alors finalement, ça va être une part très subjective encore, qu'est-ce que la recherche était et qu'est-ce qu'elle devait être ? Alors concernant au but de la recherche publique, soyons clairs, elle ne sert à rien que le dogme libéral actuel puisse comprendre. Et c'est bien pour cela, d'ailleurs, à cause de cette incompréhension viscérale, que l'on assiste à la mise au pas de l'université et au saucissonnage, découpage du CNRS. Alors pseudo-autonomisation, filiation, et par-dessus tout, alors inféodation budgétaire et de gouvernance. La LRU induit une suppression partielle, un durcissement, disons, des instances collégiales par où les membres du personnel avaient leur voix dans la gestion de l'université. Donc c'est un asservissement aux intérêts économiques, bien sûr, les plus immédiats. Alors très clairement, d'abord, si c'était juste pour avoir des nouveautés, si c'est juste pour la connaissance générale du genre humain, on serait bête de mettre des sous, il suffirait que d'autres le fassent et qu'on la récupère ensuite. Donc ce serait très généreux, ce qui n'est pas tellement dans la ligne actuelle des mentalités, mais ce ne serait pas très efficace. Et il serait stupide que la recherche publique ait pour vocation principale à se substituer à la recherche privée, en étant de plus en plus officiellement là que pour inséminer le tissu industriel local. On l'entend beaucoup dans le discours politique actuellement. Notons au passage que citer sa finalité réelle, et ça le devient, le choix de l'anglais serait complètement contre-productif. Nos PME ayant encore
et heureusement très peu de réelles compétences linguistiques sur ce plan. Sauf bien sûr à considérer que les entreprises elles-mêmes doivent, d'abord les entreprises, c'est le MEDEF, donc les grandes entreprises multinationales qui nous font l'honneur d'avoir aussi une antenne locale, et bien sûr pas les PME. Alors c'est stupide parce qu'un chercheur, indépendant par statut ou par vocation, aura moins de chances de s'appliquer précisément à ce qui serait immédiatement nécessaire à la PME ou au grand groupe du coin, sauf à le diriger par un jeu de projets mixtes, de partenariats, de tests chiffres et de petits défraiements, ce qui revient à faire assumer par la nation et le contribuable une part substantielle du coût de la recherche privée, une part dans les bénéfices, la recherche privée dans les bénéfices, eux, seront bel et bien privés aussi. C'est alors plus stupide, juste illégitime, légal, mais malhonnête. Alors en fait, la recherche, finalement, avait pour but essentiel et simple de garantir le niveau des connaissances des personnels et donc de maintenir une réelle compréhension, une réelle vie de la science déjà existante. L'idée de la recherche était simplement à la fois de garantir que les savoirs soient maîtrisés, c'est là où on a le lien entre la recherche et l'enseignement, et c'est là où finalement on pourrait penser que s'il était mieux fait qu'un classement basé sur la recherche pour juger la qualité de l'enseignement, si ce n'était pas les seuls critères, aurait un peu de sens. Et ensuite, bien sûr, un but éminemment désuet, c'était de fournir à l'État les moyens d'une volonté politique dans le domaine des sciences et techniques, notamment par exemple lorsque De Gaulle a demandé à avoir l'arme nucléaire et qu'il l'a eu en 5 ans. Parce que bien sûr, des chercheurs existaient, libres de chercher dans tous les domaines, et que dans tous ces domaines, il s'est trouvé, comme d'ailleurs ça a été le cas pour le développement de l'informatique en France, à des époques où ce n'était pas porteur, où on imaginait que l'ordinateur aurait pour futur un énorme central de la taille d'un terrain de foot avec de simples terminaux qui ne seraient que des écrans et un clavier, où l'ordinateur personnel n'était même pas encore conceptualisé. On a eu en France des chercheurs qui ont trouvé intellectuellement stimulant, intéressant pour l'humanité, pour les sciences et techniques, de développer l'outil informatique. Et quand l'informatique s'est répandue, la micro-informatique, il s'est trouvé que la France avait déjà un train d'avance. Je conclurai simplement par quelque chose qui m'a toujours étonné personnellement, c'est le génie de cette colonisation douce. Quand vous pensez que ce soit un cadre supérieur en management, quelles que soient finalement les classes sociales, quels que soient les individus, leurs fonctions, leur place dans la société, leurs références, il y a toujours une référence anglo-saxonne, précisément taillée pour eux, mais qui conduit au même globish, qui conduit au même anglais. Donc le cadre moyen, le cadre supérieur va être très fier de baragouiner 100 mots d'anglais qui sentent bon Oxford, Harvard, et qui le place dans la lignée de ceux qui ont compris la mondialisation. Le jeune de banlieue va se référer au vrai rap américain et à tous ses artifices. Notre jeunesse étudiante va voir un tel essor moderne, un tel renouveau de la culture dans le fait de parler anglais qu'elle ne manquera pas, sous peine de se déjuger, de ponctuer ses phrases de why not et autres yes. Quelle que soit votre place dans la société, on a créé un modèle pour vous qui fasse référence à l'anglais, qui vous amène au final à la même chose, au même vocabulaire, au globish. Et le fait que tous ces domaines restent rigoureusement séparés, le fait que nous ne voyions pas ce grand schéma à l'œuvre global et que nous restions simplement dans notre propre besoin de l'anglais sans s'interroger sur le fait qu'il s'immisce à ce point dans tous les domaines de nos vies, de tous les domaines de la société, c'est un véritable escamotage, c'est un coup de maître, un instant de magie qu'il faut bien sûr combattre, mais que personnellement je ne lasse pas d'admirer. Je vous remercie.